s'agit d'une série d'exposés qui ont lieu chaque année depuis 4 à 5 ans. Cette année, on a donné un nom à cette série d'exposés, Matonville. Pour ceux qui connaissent Matangine, c'est une petite variante. Peu importe le nom, mais pour nous, c'est assez important. Donc c'est organisé par l'Institut Fourier, qui est un des laboratoires de mathématiques de l'université Joseph Fourier, qui va changer de nom dans quelques mois. Et donc ma collègue Ariane m'a fait une liste de remerciements. Donc ça commence par Ariane Roland. Elle adore ça. Donc c'est elle qui s'occupe de services communication scientifique et technique du laboratoire. Et puis je dois signaler Fanny Bastien et Jérémy Magnien au fond qui vont faire la captation vidéo et toute la conférence sera disponible dès lundi ou dès mardi sur le site du laboratoire. Bon, c'est une conférence qui est soutenue financièrement par une revue de mathématiques qui s'appelle Les Annales de l'Institut Fourier, je vous en prie. En général, ça fait rire, là, on peut s'en passer. On a été aidé par la communication, le service communication du CNRS, Laurent Révélin et Céline Figueredo, et le service communication de l'université Joseph Fourier. Et puis je voudrais remercier aussi le musée, Madame Giroux, qui s'est occupée de la logistique, Monsieur Bell, le régisseur, et tout le personnel du musée qui font en sorte que les choses se passent bien. Mais surtout, j'en profite pour remercier la mairie de Grenoble. Donc la mairie de Grenoble met à notre disposition cette salle gratuitement. Et surtout pour les jeunes gens de Champollion, elle offre un pot à la sortie. Voilà. Vous risquez de vexer l'orateur, il a pensé que vous veniez pour lui, mais... donc on a la chance aujourd'hui d'avoir le maire et son épouse. Donc monsieur le maire arrivera un peu plus tard, Madame Piolle est ici. Donc je les remercie de venir, pour nous c'est important que vous soyez là. Et le dernier remerciement c'est pour Laurent Bonavero. Oui, où es-tu Laurent ? Et le proviseur du lycée Champollion, monsieur. Donc Laurent est notre contact. Hein ? J'ai déjà dit, Fanny. Oui. Ah oui, j'ai oublié Ariane Roland qui s'occupait. Laurent est notre contact dans le lycée Champollion, et donc c'est lui qui nous ramène tous ces jeunes gens là, à qui vous allez délivrer la bonne parole. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des premiers instants de l'univers, ou même avant les premiers instants. Très content qu'il ait accepté. Donc Étienne Klein est directeur de recherche au CEA et dirige un laboratoire qui s'appelle le LARCIM, si je ne me trompe pas, mais par contre je ne suis pas sûr de connaître par cœur le sens de l'acronyme. Et il a fait beaucoup de conférences de ce type. Moi j'ai visionné tout ce qui est sur YouTube avant de vous inviter. J'ai trouvé ça suffisamment passionnant pour aller un peu plus loin. Il en est la 3e de la journée, donc il m'a dit qu'il était un peu fatigué, il risque de s'effondrer sur le premier rang en cours d'exposé. Donc on va pas le faire attendre plus longtemps, donc j'ai le plaisir de vous présenter Étienne Klein du CEA. Bonsoir, merci pour votre accueil, merci pour votre invitation. Bon, en effet, je suis fatigué, je me suis levé à 5h du matin, j'ai donné 2 conférences déjà sur des sujets différents. Le risque, c'est pas tellement que je m'effondre, parce que j'ai une certaine résistance, je pratique un peu l'alpinisme, donc je sais tenir contre les assauts du sommeil. Non, le risque, c'est que je mélange les sujets, c'est-à-dire... c'est 3 sujets très différents, et... je sais que dans ces cas-là, mon cerveau se met en superposition quantique et voilà. La probabilité que la phrase suivante concerne l'un des 3 sujets de la journée est à peu près répartie de façon équilibrée entre 3 possibilités. D'ailleurs, le sujet, c'est l'instant, enfin l'univers a-t-il connu l'instant zéro ? C'est
c'est un sujet qui laisse penser que je vais parler de cosmologie, et en effet, je vais en parler, mais en réalité, c'est plutôt une conférence sur le langage, c'est-à-dire une réflexion sur la façon de dire ce que nous savons, en l'occurrence grâce à des formalismes qui sont ceux de la physique. Et finalement, il s'agit de se poser la question de savoir s'il est possible de traduire dans un langage que tout le monde puisse comprendre des choses que nous apprenons hors du langage, grâce à des équations, grâce à une instrumentation, grâce à des observations, grâce à des expériences. On apprend des choses, et la question est de savoir si on peut les dire honnêtement ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les dire d'une façon qui rende vraiment justice à ce que nous savons, sans en rajouter et sans en retrancher. Bon. Et cette question du langage, elle intervient en fait à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est que Einstein, par exemple, dont on va beaucoup parler, est quelqu'un qui a écrit une lettre à Hadamard, un mathématicien qui s'était réfugié à New York pendant la guerre, et qui a profité de ses années à New York pour rédiger un livre qui est en fait une enquête sur la façon dont les idées viennent aux mathématiciens. Et au moment où il a envoyé son manuscrit à l'éditeur, Einstein lui a écrit une lettre dans laquelle il explique que ses idées à lui viennent toujours en amont des mots. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Einstein a eu du mal à parler, c'est qu'il avait besoin de réciter les phrases silencieusement dans sa tête, mentalement, si on peut dire, avant de pouvoir les dire à voix haute d'une façon qui fasse sens. Et cette lettre que vous trouvez maintenant dans l'annexe du livre d'Adamard, parce qu'elle a été ajoutée dans l'édition finale, était passionnante à lire parce qu'Einstein explique que pour lui, les équations, c'est de l'imaginaire refroidi. C'est-à-dire qu'il pense avec des signes, mais ces signes ne sont pas des lettres ou des mots. Et c'est tout un travail pour lui d'arriver à écrire les équations qui correspondent aux idées qui lui sont venues en amont du langage. Et il y a d'ailleurs une illustration très, très belle de ce que je suis en train de vous dire, qui est que, comme vous le savez sûrement, en 1907, alors qu'il était encore à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, c'était 2 ans après l'année miraculeuse, après les 5 papiers incroyables, il n'y a toujours pas de poste à l'université. Il était donc encore à l'Office des brevets, et il raconte qu'un jour du mois de mai 1907, l'après-midi, il a eu ce qu'il appelle l'idée la plus heureuse de sa vie. Et ce qu'il comprend, dit-il, c'est que une personne qui est en chute libre ne sent pas son propre poids. Ce qui est une sorte d'évidence. Quand on a vu les équations de Newton de la gravitation, on comprend qu'une personne qui tombe ne sent pas son poids. Pourquoi ? Parce que si elle tombe, c'est sous l'effet du poids. Mais en fait, pendant qu'elle tombe, les objets qui tombent avec elle, par exemple son parapluie, son chapeau, etc., tombent à la même vitesse que lui, puisque Galilée nous a expliqué que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc les corps qui tombent avec lui tombent comme lui. Donc par rapport à lui qui tombe, les corps qui tombent ne tombent pas. Et donc, faire l'expérience de la chute des corps, c'est faire l'expérience de l'apesanteur. Autrement dit, la cause, c'est le poids, et le fait de tomber annule la cause par un effet qui semble la neutraliser. Alors là, Einstein se dit, ça c'est pas clair, et il va formuler aussitôt ce qu'il appellera le principe d'équivalence, et comme vous le savez, il lui faudra 8 ans pour passer de cette idée, qui est une idée presque corporelle qu'il a imaginée en mettant en scène son propre corps, à des équations qui sont les équations de la relativité générale dont on fête les 100 ans cette année. Donc, le langage n'intervient que dans un deuxième temps, et moi ce dont je vais vous parler, c'est l'intervention du langage dans un troisième temps, qui est comment on pourrait dire avec des mots ce qu'Einstein a écrit avec des équations. Bon. Et cette question de comment dire ce qu'on sait, qui est une question qui me préoccupe, et d'ailleurs je suis de ce point de vue-là de plus en plus pessimiste, au sens où, comme on a de moins en moins de temps de parler, ce qu'on dit est de plus en plus faux, évidemment. Et c'est une question, en fait, éthique. Souvent, on considère que l'éthique en science, ça intervient simplement au niveau des applications. La physique nous explique comment faire des réacteurs nucléaires ou des bombes, et l'éthique, c'est de se poser la question de savoir si on doit en faire. Pareil pour d'autres sujets que vous avez certainement en tête. La science ouvre des possibilités, ne dit pas si on doit les investir. Et en général, c'est à ce niveau des applications qu'on se pose des questions éthiques. Et le point que je vais défendre, c'est qu'en fait, l'éthique, elle intervient en amont, déjà dans la façon de dire.
Parce que si on dit mal ce qu'on sait, on va engendrer, par une mauvaise précision du langage, des malentendus qui vont être très difficiles à défaire dès lors qu'ils se seront enquistés dans le langage. Je vous donne juste un exemple. On parle beaucoup en ce moment du principe de Heisenberg, de la mécanique quantique, puisque Jérôme Ferrari, prix Goncourt, a écrit un livre magnifique d'ailleurs sur Heisenberg, qui s'appelle Le Principe. Et dans cet ouvrage, il dit exactement ce qu'est le principe de Heisenberg. Et ce qu'il en dit, et c'est ce qu'il faut en dire, contredit la façon habituelle de le raconter, notamment dans les manuels de philosophie de terminale ou dans beaucoup de manuels scolaires. En général, ce qu'on lit, c'est la phrase suivante. Le principe d'incertitude de Heisenberg dit qu'on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Vous avez déjà lu ça, je pense. Qui a lu ça déjà? Bon, ça fait tous les topins déjà. Donc ils sont mal barrés. D'accord? Parce que quand on entend cette phrase, alors qu'on est étudiant en terminale ou en classe préparatoire ou à l'université, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, on comprend qu'une particule a une vitesse et une position bien déterminées, mais que la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître. C'est-à-dire ces propriétés-là existent, mais les principes de la physique quantique limitent notre pouvoir de les connaître. S'ensuit en général une tirade assez longue sur le fait que la physique quantique est floue, ne donne pas accès au réel et limite notre pouvoir de connaître. Ce qui est un contresens absolu. Ce que dit la physique quantique, c'est que les particules quantiques ne sont jamais des corpuscules. C'est-à-dire, ce ne sont jamais des objets qui ont une position et une vitesse bien déterminées. Et donc, si on ne peut pas les connaître, c'est non pas parce que nous n'y avons pas accès, mais parce qu'elles ne sont pas déterminées. Une particule quantique, elle est décrite par un champ qui n'a absolument pas les propriétés des corpuscules. Et donc, vous voyez que dans la précipitation, dans les années 20, les gens ont fait la révolution, mais ils ne se sont pas rendus compte de la révolution qu'ils faisaient, et du coup, ils l'ont présenté non pas comme une révolution, mais comme une évolution. C'est-à-dire, ils ont pensé que les particules quantiques, c'était comme les particules classiques, c'est-à-dire des corpuscules, simplement, on ne pouvait pas les connaître comme avant. Alors que, en fait, la mécanique quantique, c'est une révolution ontologique, au sens où elle modifie la nature des objets qu'elle décrit. Et j'avais été consulté d'ailleurs pour relire les programmes et les manuels de classe préparatoire, puisque je crois que maintenant en maths sup on apprend la mécanique quantique. Je crois, hein. Et bon, j'ai vite refermé le bouquin. La dualité entre corpuscules, tout ça, c'est des vieilleries qui n'ont aucun sens et qui sont datées, qui ramènent à une époque qui fait que c'est comme si on devait étudier la physique en 1923, quoi. Bon. Donc, vous voyez que c'est un problème éthique. C'est un problème éthique parce que cette mauvaise traduction du principe de Heisenberg a engendré une mauvaise interprétation de ce qu'est la physique et a permis à beaucoup d'écrire des livres sur le fait que le réel était devenu inaccessible à cause de ce principe d'incertitude qui en réalité est un principe d'indétermination. Et donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on n'a pas le même genre de problème avec le Big Bang ? C'est-à-dire, est-ce que notre façon de le dire, aujourd'hui, en 2015, n'est pas un peu datée? Est-ce qu'elle ne renvoie pas à une façon de le dire qui date des années 50, alors qu'entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé en cosmologie pas mal de choses? Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est interroger la notion d'origine, puisqu'on va parler de l'origine de l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'une origine? Qu'est-ce qu'on raconte quand on raconte une origine? Et il se trouve qu'au XXe siècle, les physiciens, et c'est ce qui les rend si admirables à mes yeux, ils ont compris l'origine de beaucoup de choses dans l'univers. Par exemple, on a compris l'origine des atomes. Et je me souviens qu'en terminale, j'avais lu le premier livre de vulgarisation sur la physique nucléaire qui avait été écrit par Hubert Reeves, un livre qui s'appelait Patience dans l'azur, dans lequel il expliquait les processus par lesquels tous les atomes du tableau de Mendeleïev se sont formés au cours des âges. Alors que mon professeur en terminale m'expliquait ou nous expliquait que les atomes étaient éternels, ils avaient toujours été là, ils seraient toujours là. Et je dis dans un livre que c'est pas vrai, il y a eu un moment où il n'y avait pas d'atomes. Et en fait, on comprenait, en lisant cet ouvrage, qu'il y a eu 3 phases. Première phase, les atomes très légers, donc hydrogène, hélium, lithium, se forment dans les 3 premières minutes.
grâce à des collisions entre protons et neutrons. Ensuite, les atomes qui sont entre le lithium et le fer se forment dans des étoiles par des réactions de fusion nucléaire, et on identifie toutes les réactions qui sont nécessaires pour arriver à tel ou tel élément chimique. Et puis les atomes qui sont encore plus lourds, qui sont entre le fer et l'uranium, eux, ils sont fabriqués dans ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive, c'est-à-dire des étoiles très massives en fin de vie qui épuisent leur combustible, qui en l'occurrence est l'hydrogène. Ça fait une sorte d'implosion, d'onde de choc, qui provoque des flux de neutrons qui sont capturés par les noyaux déjà formés. Et par capture successive, on arrive à fabriquer de l'uranium. Bon. Et donc, dans cet ouvrage qui n'a pas vieilli, ce qui est dit dedans est toujours vrai, on expliquait en fait la suite de toutes les réactions nucléaires dont l'aboutissement a été la formation de tous les atomes. Okay ? Autrement dit, quand on dit, en l'occurrence, on a compris l'origine des atomes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a compris l'ensemble des processus antérieurs à l'apparition des atomes, dont les atomes sont l'achèvement. Donc en physique, origine, ça veut dire conclusion. Décrire l'origine d'une chose, c'est décrire les processus antérieurs à cette chose, dont cette chose est la conclusion. Okay ? On pourrait prendre plein d'autres exemples. Je me contenterai de citer le boson de Higgs. Vous savez, le boson de Higgs, c'est une belle histoire qui s'est passée pas loin d'ici avec la détection au CERN à Genève de cette particule. En fait, c'est là encore une question d'origine. C'est-à-dire, dans les années 60, on ne comprend pas d'où vient que les particules élémentaires aient une masse non nulle, parce que les équations du modèle standard de la physique des particules, qui associent à chacune des interactions un groupe de symétrie, laissent penser que les particules doivent être sans masse. Je parle des particules élémentaires, pas les particules composites, qui elles ont toujours une masse parce qu'elles contiennent des particules qui interagissent entre elles, et cette énergie d'interaction fabrique une masse effective. Donc il y avait un mystère. Comment se fait-il que les particules élémentaires aient une masse non nulle, alors que les équations réclament qu'elles aient une masse nulle? La majorité des physiciens, quand on a découvert ce problème, en 63 je crois, la majorité des physiciens ont dit qu'il y a un désaccord entre les mesures et la théorie, donc la théorie est fausse. Et il y en a 3 seulement, des jeunes, qui ont dit non, la théorie a peut-être raison, et c'est nous qui avons mal compris ce qu'est la masse. Au lieu de dire que la masse est une propriété intrinsèque des particules élémentaires, une propriété qui viendrait du fait qu'elles sont des particules de matière, pourquoi ne pas imaginer que la masse est une propriété secondaire, qu'elles n'ont pas donc en propre, mais qui résulte de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Et donc ils imaginent que dans le vide, il y a un champ qui va devenir le champ de Higgs, et les quantas de ce champ, les bosons de Higgs, ont été détectés 48 ans plus tard, et ont donné raison rétrospectivement à ces théoriciens. Et donc l'origine de la masse des particules s'explique par le fait qu'un champ antérieur à la masse a été créé, qui a donné aux particules leur masse. Et donc là encore, on raconte une histoire dont l'apparition de la masse des particules est l'achèvement. Et donc vous voyez que on pourrait comme ça presque tout raconter, c'est-à-dire mettre en scène des généalogies, des filiations, qui racontent comment, au cours de son histoire, l'univers a pu engendrer telle ou telle nouvelle structure comme aboutissement de processus qui ont précédé cette nouvelle structure. Et ça marche très bien. Et tous les succès de la physique peuvent être racontés pratiquement en ces termes. Simplement, vous voyez bien que si la question que je pose, c'est pas l'origine d'une chose dans l'univers, mais l'origine de l'univers, il va y avoir un problème. Parce que si je raconte cette origine comme une généalogie, comme une filiation, ça veut dire que je dois raconter l'histoire précédant l'univers, dont l'univers est l'achèvement. Mais si je dis qu'avant l'univers, il y a quelque chose qui déclenche l'apparition de l'univers, ça veut dire qu'avant l'univers, il y a quelque chose. Et ça, c'est une contradiction, puisque penser l'origine de l'univers, c'est penser la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Si je dis qu'à l'origine de l'univers, il y avait ceci ou cela, alors ça peut être le vide quantique, une brane, un trou noir, ce que vous voulez, Dieu même. Et vous voyez qu'à partir du moment où vous dites à l'origine de l'univers, il y a ceci ou il y a cela, il y a immédiatement une question qui se pose. C'est cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres, est-ce qu'elle a toujours été là? Si la réponse est oui,
c'est que l'univers n'a pas d'origine, puisqu'il y a toujours eu quelque chose. Si la réponse est non, ça veut dire que cette chose est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et dans ce cas, ce n'est pas l'origine. Voilà. Et donc, avec ce raisonnement, vous aboutissez à la conclusion que la question de l'origine de l'univers, c'est une autre question que la question de l'origine des choses qui sont dans l'univers. Et ça va consister à expliquer la transition entre l'absence de toute chose, qu'on pourrait appeler le néant, et l'apparition d'une première chose. C'est ça l'origine de l'univers. Et donc la question est de savoir si cette transition a eu lieu ou non. Alors très souvent, on oublie la question qui est là, c'est-à-dire c'est la question générale du lien entre l'origine d'une chose et la chose dont cette origine est l'origine. Enfin, c'est le lien entre l'origine d'une chose et cette chose. Oui, cette chose. Voilà. C'est là que je suis fatigué. Là, je sens qu'il va falloir être bref, quand même. Voilà. Non, par exemple, si vous considérez que l'origine de l'univers fait partie de l'univers, alors en termes philosophiques, ça veut dire si vous considérez qu'elle est immanente, c'est-à-dire elle fait partie de l'univers. Vous pouvez toujours espérer, en tant que scientifique, physicien par exemple, pouvoir un jour la découvrir puisqu'elle est dans l'univers. Si au contraire vous pensez que l'origine de l'univers ne fait pas partie de l'univers, en termes philosophiques, ça donne elle est transcendante. Et bien là, vous pouvez toujours chercher dans l'univers, vous ne pourrez pas la trouver puisqu'elle est extérieure à l'univers. Et donc il y a une première question, c'est est-ce que l'origine de l'univers fait partie de l'univers ou pas? Et pour nous éclairer, les philosophes ont donné plusieurs sens au mot origine, et il y a un premier sens qui est l'idée que l'origine, ce serait une espèce de cause première, c'est-à-dire de cause transcendante, qui est capable d'engendrer tout ce qui suit. Elle est chronologiquement première, elle est absolument créatrice, c'est-à-dire elle peut engendrer toute la suite. Et puis il y a une autre explication qui est de dire que l'origine, c'est le fondement logiquement premier qui permet l'apparition d'une chose. Ce sont les conditions initiales, si vous préférez, qui permettent à une chose, dès lors que ces conditions sont garanties, d'apparaître. Et dans ce cas-là, le fondement en question, il est immanent. Il fait partie de l'univers et il est simplement capable de se projeter hors de lui-même pour donner l'univers tel que nous le connaissons. Je vois que vous ne me comprenez pas et c'est parce que je n'ai pas été clair. Alors je vais vous donner un exemple concret. Vous savez qu'au XIXe siècle, les linguistes se sont passionnés à propos de la question de l'origine du langage. Ils se demandaient d'où vient le langage, comment est-il apparu. Et ceux qui avaient des idées envoyaient des manuscrits à la Société de linguistique de Paris, qui a croulé sous les manuscrits en question, et qui, je crois, en 1871, je ne suis pas très sûr de la date, mais a changé ses statuts pour y ajouter une proposition par laquelle cette Société de linguistique de Paris décidait ou annonçait qu'elle n'étudierait plus les manuscrits parlant de l'origine du langage. Pourquoi ? Précisément parce qu'il y avait deux sens du mot origine. Pour les uns, comprendre l'origine du langage, c'est comprendre la première langue qui est apparue sur la Terre et qui a engendré les 6000 langues parlées par la suite. Donc il s'agit de chercher ce qu'on pourrait appeler l'instant zéro des langues, le proto-langage qui apparaît à un moment donné à la surface de la Terre, dans un endroit bien particulier, et qui a la capacité par la suite d'engendrer toutes les langues parlées identifiées à ce jour. Donc on cherche la première langue. Et j'insiste, si on fait cette recherche, on cherche un événement qui est historiquement et géographiquement localisé. Et puis il y a d'autres gens qui vont dire, mais non, on va chercher les conditions environnementales, culturelles, cérébrales. La taille du cerveau est peut-être un élément déterminant, par exemple, culturel, qui font qu'un groupe humain, à partir d'un certain moment, a éprouvé la nécessité de communiquer. Alors évidemment, quand ce groupe humain a commencé à parler, entre guillemets, il ne l'a pas fait en parlant comme Victor Hugo, d'emblée.
Ça a d'abord été des borborigmes, puis des onomatopées, etc. Il y a tout un processus par lequel des sons que nous pouvons émettre ont été identifiés comme étant des mots ayant un sens particulier. Et on voit bien que ce processus est un processus continu, sans doute pas très rapide, et qu'il a pu se produire à différents endroits différents, et il n'est pas daté de façon précise, puisque précisément c'est un processus. Et donc dans ce cas, vous cherchez, disons, les conditions d'apparition du langage, ce qui n'est pas la même chose que de chercher le premier langage. Et donc vous voyez que pour l'univers, on a le même problème. Soit vous cherchez l'instant zéro avec la cause première qui lui est associée, soit vous cherchez ce qu'a été l'univers dans sa phase initiale, qui a pu ensuite donner l'univers en expansion que nous connaissons. Bon. Donc vous voyez que déjà autour du mot origine, il y a pas mal de questions qui se posent. Et pour les traiter, évidemment, un peu plus, je vais parler de physique pour le coup, et commencer par remarquer que dans beaucoup d'ouvrages de cosmologie, on dit il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre et même pour dire que l'univers avait une histoire. J'aime beaucoup ces formulations, il a fallu attendre. Vous imaginez les physiciens du XIXe siècle, on leur pose des questions sur l'univers, mais non, on attend le XXe siècle pour savoir si l'univers... Non, les gens n'attendent rien. D'accord ? C'est pareil pour l'atome, il a fallu attendre Jean Perrin pour... Non, Boltzmann ne disait pas j'attends Jean Perrin. Non, j'ai jamais dit ça. Bon, bref, on lit cette phrase. Il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers avait une origine et une histoire, surtout. Une histoire. Évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est faux. Toutes les cosmogonies traditionnelles, toutes les songeries ancestrales, comme... pour le dire comme Bachelard le disait, sont des histoires qui racontent une histoire de l'univers. Une cosmogonie qui dirait l'univers est statique, il s'y passe rien, il a toujours été comme nous voyons qu'il est, c'est pas une cosmogonie. Donc toutes les cosmogonies historicisent l'univers. Et même quand vous êtes dans le champ scientifique, Kant par exemple, il a écrit lorsqu'il avait 28 ans une théorie du ciel dans laquelle il raconte l'histoire de l'univers. Il explique par exemple comment le système solaire s'est formé à partir d'une nébuleuse par contraction gravitationnelle. Il ajoute même une force antigravitationnelle pour obtenir ce qu'il souhaite obtenir. En tout cas, il raconte une histoire de l'univers. Et d'ailleurs, Engels va saluer ce texte en disant que c'est un texte fondamental puisqu'il historicise scientifiquement l'univers. De la même façon, quand des ingénieurs et des physiciens au XIXe siècle élaborent la thermodynamique, dont le deuxième principe dit qu'il y a croissance de l'entropie pour les systèmes isolés, évidemment, les gens ont aussitôt appliqué ce principe à l'univers. Loschmidt et quelques autres ont prédit avec cet argument ce qu'ils appelaient la mort thermique de l'univers. L'univers va vers une mort thermique. C'est bien l'idée que l'univers a une histoire. D'accord ? Donc le XXe siècle n'est pas le commencement de discours de ce type. Simplement, et c'est ce qui donne quand même un petit peu raison à ceux qui disent ce que je viens de critiquer, c'est que lorsqu'un physicien du XXe siècle dit l'univers a une histoire, il ne dit pas la même chose exactement qu'un physicien du XIXe. Et la raison qui est à la base de cette différence, c'est lui, d'accord, Einstein, qui en 1916 publie, comme vous le savez, une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, et cette théorie se présente sous la forme d'un formalisme, d'équations, les équations d'Einstein, qui permettent de considérer l'univers, je dis bien l'univers, comme un objet physique. Alors qu'avant, l'univers, c'était une espèce d'enveloppe diffuse et vague qui contenait les objets physiques. Là, l'univers einsteinien devient lui-même un objet physique. Et donc, quand on dit l'univers a une histoire, après Einstein, on veut dire que c'est l'univers en tant qu'objet physique qui a une histoire. Ça veut dire que l'univers, il a des propriétés globales, par exemple une courbure généralisée, qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. C'est-à-dire des propriétés qui ne viennent pas de ce qu'il contient, mais qui viennent de lui-même. Et si vous suivez l'actualité, vous savez que le satellite Planck, qui a mesuré très finement les propriétés du front diffus cosmologique, a précisé certaines de ces propriétés globales de l'univers. Et donc,
on peut aujourd'hui faire des mesures en s'appuyant sur la théorie d'Einstein, des mesures qui donnent des indications sur des propriétés de l'univers, et non pas d'une galaxie ou d'un amas de galaxies, des propriétés de l'univers. Et donc ça, c'est quelque chose de très important et qui passe par le fait que le statut de la gravitation chez Einstein est complètement modifié par rapport à Newton. Pour Newton, la gravitation est une force qui s'exerce dans l'espace, alors que pour Einstein, la gravitation n'est pas une force, c'est simplement une déformation de la métrique de l'espace-temps. Et donc, si vous êtes einsteinien et que vous voyez par exemple la trajectoire de la sonde Rosetta qui s'est posée sur la comète Chury, qui a fait presque 1 milliard de kilomètres, vous voyez qu'elle a tourné plusieurs fois autour de planètes pour prendre de l'élan et changer sa direction. Ben pour Einstein, cette trajectoire qui est courbe, en fait, est une trajectoire inertielle. C'est-à-dire que la sonde, en réalité, elle est allée en ligne droite. Mouvement inertiel. Et alors pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas aller en ligne droite? Ben, tout simplement parce que les lignes droites tournent. C'est-à-dire que l'espace-temps est déformé. L'espace-temps est déformé par le Soleil en l'occurrence, et un peu par les planètes qui sont autour. Et c'est ces déformations qui font que les mouvements inertiels, qui sont ceux des objets qui ne subissent pas de force, et comme la gravitation n'est pas une force, la sonde n'a pas subi de force, mais elle a glissé dans les trames de l'espace-temps jusqu'à atteindre la comète qui était visée. Alors que si vous êtes newtonien, vous allez dire non, le mouvement n'est pas inertiel parce que la sonde a subi les forces gravitationnelles venant des planètes alentours. Et c'est la force qui a donné la courbure. Alors dans le cas du système solaire, les deux systèmes sont à peu près équivalents, puisque le champ de gravité dans le système solaire il est faible. Que vous fassiez des calculs newtoniens ou einsteiniens, c'est à peu près la même chose. Mais s'il y avait un trou noir dans le système solaire, évidemment, l'ambiance serait très différente. Hein. Et seuls les calculs einsteiniens donneraient le bon résultat. Alors c'est évidemment une très longue histoire, en fait assez passionnante. Hein. Mais vous savez qu'Einstein, lui, contrairement à beaucoup de ses collègues, pensait que l'univers était stationnaire. Il pensait que l'univers était stationnaire. Alors évidemment, on voit des mouvements dans l'univers, des étoiles qui se déplacent, par exemple, mais il pensait que ces déplacements que nous voyons sont aujourd'hui comme ils ont toujours été. Donc il y a des mouvements, mais il n'y a pas d'historicité. Et assez rapidement, on lui a fait remarquer qu'il n'existait pas de solution stationnaire de ces équations. Pour des raisons évidentes, hein, si l'univers est un objet physique, la gravité fait qu'il ne peut pas rester stable, cet univers. Soit il se comprime sous l'effet de gravitation, soit il a été lancé avec une sorte d'impulsion initiale et son expansion va se ralentir puisque la gravitation va faire office de frein. Et donc, quand il a compris ça, il a, en 1917, fait un truc assez curieux. Dans son équation, au départ, il n'y avait que deux constantes fondamentales, qui sont la constante de Newton, G, et la vitesse de la lumière. C'est une théorie relativiste de la gravitation. Donc il y a G, constante de Newton, et la vitesse de la lumière. Mais il a ajouté un truc bizarre, qu'il a appelé lambda, auquel il a donné un nom, qui est la constante cosmologique. Et il l'a ajouté simplement pour permettre qu'il existe des solutions stationnaires de son équation. Cette constante, c'est comme une antigravité. C'est une sorte de répulsion de l'espace vis-à-vis de lui-même, et si c'est bien réglé, ça va compenser l'effet attractif de la gravitation. Et ainsi, vous obtiendrez des solutions qui peuvent être à l'équilibre. Il dira plus tard, comme vous savez, que ça a été la plus grande erreur de sa vie, mais en fait, c'était peut-être pas une erreur, parce que la constante cosmologique, vous savez, c'est un très bon candidat pour l'énergie noire aujourd'hui. Bon, bref. Lui, c'est l'abélomètre. Mais avant, il y a Friedman, un russe, qui est un météorologue, ça ne se voit pas sur la photo. Et il est mort très jeune, puisqu'il montait dans des ballons pour faire des mesures de pression atmosphérique. Il a attrapé une pneumonie et il est mort. Mais avant de mourir, il a publié un livre dans lequel il résout les équations d'Einstein dans des cas simples. Et il montre qu'en effet, la structure même de l'espace-temps, d'après les équations d'Einstein, doit s'historiciser. C'est-à-dire l'espace-temps lui-même doit évoluer. L'abélomètre, qui est un Belge, fait à peu près les mêmes calculs et élabore une sorte de théorie qu'on appelle la théorie de l'atome primitif. Il mélange un peu la mécanique quantique et la relativité générale avec l'idée que toutes les particules qui sont dans l'univers résultent de la désintégration d'un énorme noyau composé de protons et de neutrons qui serait une espèce de matière primitive. Et cette théorie est considérée comme une sorte d'ancêtre des modèles de Big Bang. Bon.
Il y aura évidemment beaucoup d'autres personnages à faire intervenir sur ce transparent. J'ai vraiment pris les contributions les plus essentielles. Ici, on a Edwin Hubble, qui est un Américain, astronome. Il faudrait lui ajouter d'ailleurs Vesto Slipher, qui faisait des mesures analogues. Et Edwin Hubble, lui, il utilisait le télescope Hooker du Bon Wilson, le plus puissant de l'époque, pour observer le mouvement de ce qu'il appelait les nébuleuses, c'est-à-dire les galaxies. Et comme vous le savez, il a observé un décalage spectral de ces galaxies, c'est-à-dire que les fréquences mesurées se décalent, et ce décalage était par rapport aux fréquences qu'on obtiendrait pour un objet immobile par rapport à nous, et ce décalage était interprété comme un effet Doppler. Et donc il a l'impression que les galaxies s'éloignent d'autant plus vite de nous que leur distance est plus grande. Okay ? Et il appelle ça la fuite des galaxies, c'est-à-dire qu'en fait, les galaxies s'écartent les unes des autres, s'éloignent les unes des autres à des vitesses qui sont d'autant plus grandes que leur distance relative est plus élevée. Okay. Et il pense cette fuite des galaxies dans un espace euclidien, qui est dans l'espace qu'on apprend à l'école, disons. Bon. Simplement, l'abélomètre, lui, va reprendre les observations de Hubble et il va les interpréter dans le cadre des équations d'Einstein. C'est-à-dire, il va prendre les données mesurées par le télescope et les interpréter dans le cadre théorique produit par la théorie de la relativité d'Einstein, et non pas dans un cadre newtonien. Okay. Oui, c'est parce que je sais que, je sais pas, les élèves qui sont en prépa là ont dû passer le bac il y a 1 ou 2 ans, mais je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, le sujet de bac en philo pour les classes scientifiques, c'était peut-on avoir raison contre les faits. Je crois que c'était en 2012. Et la plupart des élèves, d'après ce qu'on m'a dit, ont argumenté en prenant appui sur l'affaire Strauss-Kahn, ce qui était à mon avis pas la meilleure solution. 1 copie sur 2 parlait de l'affaire Strauss-Kahn. Ouais. Or, la bonne réponse, c'est oui, on peut avoir raison contre les faits. D'accord ? C'est-à-dire que si les faits sont interprétés dans une gangue théorique qui est fausse, eh bien, on peut avoir raison contre eux s'ils sont mal interprétés. Par exemple, si vous regardez la chute des corps, vous voyez que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Ça, c'est ce qu'on a vu depuis la nuit des temps, si j'ose dire. Galilée dit non, ils tombent tous à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Mais c'est Galilée qui a raison. C'est la loi de la chute des corps de Galilée qui est la bonne loi, et qui oblige à réinterpréter les faits pour comprendre que quand des corps tombent, il y a la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse, et la résistance de l'air qui crée une différence entre ceux qui sont lourds et ceux qui sont légers. Et ce que va faire le maître, c'est un calcul assez génial. Il montre que contrairement à ce qu'a conclu Hubble, qui d'ailleurs n'en démordra pas jusqu'à la fin de ses jours, c'est un type têtu, hein, il est boxeur. Son métier, c'est boxeur. Ça ne se voit pas encore, mais quand on prend des photos un peu plus tardives, ça se voit ici. Il a même fait 2 combats contre Georges Carpentier, la gloire française. Ce que va faire l'abélomètre, c'est donc reprendre les mêmes données, les interpréter dans le cadre einsteinien, et la conclusion à laquelle il arrive est la suivante: les galaxies sont immobiles dans l'espace. Le contraire de Hubble. Les galaxies sont immobiles dans l'espace. Alors pourquoi est-ce qu'on les voit bouger ? Pourquoi est-ce qu'il y a un effet Doppler qui laisse penser qu'elles se déplacent ? Eh bien, cet effet Doppler vient non pas du fait que les galaxies bougeraient dans l'espace. Cet effet vient du fait que l'espace se dilate. D'accord ? C'est l'espace qui se dilate. Cette dilatation de l'espace augmente les distances entre les galaxies sans qu'elles se déplacent dans l'espace. Autrement dit, c'est l'espace qui fait le travail, et non pas les galaxies. D'accord ? Et c'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et en 1931, Einstein va se rendre à cette conclusion, il va reconnaître que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que si on remontait le temps à l'envers, eh bien, l'univers observable deviendrait de plus en plus petit, puisque selon le cours normal du temps, il devient de plus en plus grand. Donc il devient de plus en plus petit, et sa densité est de plus en plus grande. Ok ? Arrive un autre personnage qui s'appelle Georges Gamow, qui est un Ukrainien, un joyeux de riz, hein, ça se voit sur la photo, qui
qui aurait mérité le prix Nobel au moins 10 fois. Hein. Il a travaillé sur tous les sujets, l'effet tunnel, la radioactivité alpha, le neutrino, plein de choses. Même l'ADN, il est l'un des découvreurs de l'ADN de cette façon. Il a pas eu le prix Nobel parce que c'était vraiment un déconneur, quoi. Il faisait des blagues tout le temps, il publiait des articles canulars. Par exemple, il a publié le 1er avril 58, je crois, un article dans lequel il remarque il fait observer que dans l'hémisphère nord, les vaches mastiquent dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans l'hémisphère sud, elles mâchent dans le sens inverse. Et il fait un calcul et montre que c'est la force de Coriolis qui est responsable de ce truc. Et l'article a été publié. Voilà. Alors que vous savez, la force de Coriolis, ça ne marche que pour des volumes très grands, ça ne marche pas pour les lavabos. Hein. Georges Gamow, lui, il comprend que si vous remontez dans le temps, j'insiste, à partir des équations d'Einstein, en insérant dedans la loi de Hubble, eh bien, l'univers observable est de plus en plus petit, de plus en plus dense, et il ajoute de plus en plus chaud. Parce que si vous n'augmentez pas la température en remontant dans le passé, vous ne comprenez plus la nucléosynthèse, c'est-à-dire la formation des noyaux dont je vous ai parlé. Pour que cette nucléosynthèse ait lieu, il faut que dans le passé, les conditions de température soient beaucoup plus élevées. Et donc quand vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez en 1949 à la publication d'un modèle que Gamow appelle le modèle d'évolution dynamique de l'univers, qui va être publié, qui va être aussitôt moqué par un astronome anglais qui s'appelle Fred Hoyle, qui va dire ce truc-là, c'est comme un Big Bang. Et il dit ça pour s'en moquer, comme vous savez. Lui, il croit que l'univers est stationnaire, et il prétend que ce modèle d'évolution dynamique, qui se résume à peu près à ça, fait apparaître une singularité qui correspond à une sorte d'équivalent du Fiat Lux. Donc c'est comme un Big Bang, c'est comme la Genèse prévoit que l'univers s'est formé. Donc vous voyez, ça c'est vraiment les calculs de 49, ça c'est l'univers actuel des galaxies. Vous remontez dans le temps, les galaxies sont plus proches, vous remontez encore plus dans le temps, c'est plus chaud, et puis arrive un moment où les structures composites ne peuvent plus subsister à cause de la température, et vous avez un plasma très chaud constitué de particules élémentaires. Et si vous prolongez les équations d'Einstein autant que vous pouvez, vous tombez sur ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire une condition correspondant à des grandeurs qui sont infinies. Et en l'occurrence, ici, la température est infinie, la densité est infinie, et le volume est nul. Donc on a un univers ponctuel de température infinie et de densité infinie. C'est ça qu'on appelle une singularité, on l'appelle même singularité initiale, ça veut dire qu'on lui associe un instant zéro. Et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, eh bien on dit que cette singularité correspond à une explosion originelle qui a créé tout ce qui existe, c'est-à-dire l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Et c'est ça qu'on appelle le Big Bang. Là, on est en 1949, et ça va engendrer un questionnement métaphysique passionnant. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique, etc. Et c'est un questionnement qui d'ailleurs n'est pas complètement éteint. Lorsque Stephen Hawking, l'astrophysicien, a rendu visite à Jean-Paul II au Vatican en 1984, leur discussion s'est terminée par cet échange. C'est Jean-Paul II qui parle et qui dit à Hawking: Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui est après le Big Bang c'est pour vous, ce qui est avant c'est pour nous. D'accord ? Texto. C'est-à-dire en fait l'immanence pour les physiciens, la transcendance pour d'autres formes de discours. Okay ? Et ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, c'est que ce questionnement, ce partage des rôles sont en effet intéressants et peut-être légitimes, mais ils sont prématurés. Parce qu'il s'est passé dans les 60 dernières années au moins autant de choses en cosmologie qu'il s'en est passé en physique quantique, au point qu'on a été obligé de revoir l'interprétation du principe d'Heisenberg. Simplement, quand l'interprétation d'un résultat change au cours du temps, ça ne modifie pas la formulation de ce résultat. Et donc 60 ans après, 70 ans après, on continue à en parler comme on en parlait au moment où la chose a été annoncée, dans un langage qui n'était pas forcément le mieux adapté. Alors,
pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est tout simple à comprendre. Voilà une image qui a été proposée par les gens du satellite WMAP. Voilà. En gros, vous avez ici, donc là on ne sait pas trop, c'est disons le Big Bang. Et pendant les 380 000 ans qui vont suivre le Big Bang, la densité de particules est trop élevée pour que la lumière puisse se propager. Dès qu'un photon fait 1 cm, il cartonne un électron ou un neutron, enfin un proton ou un quark, ça dépend de quel moment ça se passe. Mais en gros, la matière est opaque à sa lumière. Ça veut dire que la matière empêche la propagation libre de la lumière, et donc il n'y a pas de lumière qui se propage. Et puis au bout de 380 000 ans, la température tombe à 4000 degrés, et à 4000 degrés, les premiers atomes peuvent se former. Donc il y a des atomes d'hydrogène qui se forment, protons, électrons, et les photons qui sont là n'ont plus assez d'énergie pour casser l'édifice. Et comme vous le savez, les photons, ils peuvent traverser la matière, enfin les atomes en tout cas, alors qu'ils ne peuvent pas le faire pour les particules chargées. Donc avant, l'univers est une sorte de brouillard dans lequel la lumière ne se propage pas. Et à partir de ce moment-là, la lumière peut se propager. C'est la libération de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, lumière primordiale, le visage de Dieu pour les Bogdanov. La température, c'est 4000 degrés. Et à cause de l'expansion, aujourd'hui, ce rayonnement a une température de 2,7 Kelvin. C'est un rayonnement micro-ondes qui est partout présent et qui a été, comme je le disais tout à l'heure, très finement analysé par le satellite Planck. Bon. Et donc, quand vous faites de l'astrophysique en recueillant la lumière qui vient des étoiles ou des galaxies lointaines, vous ne pouvez voir des événements que s'ils sont postérieurs à la libération de cette lumière. Autrement dit, en recueillant de la lumière venant de quelque part de l'univers, vous n'avez accès qu'à des événements qui se sont produits au plus tôt 380 000 ans après le Big Bang. D'accord ? Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut connaître les événements qui se sont passés avant ? Mais en fait, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est justement d'étudier ce fond diffus cosmologique et d'espérer trouver dans sa structure des indications sur ce qui l'a précédé et qui lui a donné la structure qu'il a. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est de faire des collisions de particules, comme on fait au CERN. Donc on va faire des collisions de protons, en l'occurrence. Donc dans un mini-volume d'espace-temps, pendant un temps très court, on va créer les conditions physiques de l'univers primordial. Donc très forte densité, très forte température, très forte densité d'énergie. Et donc on va recréer les conditions physiques de l'univers primordial. Et comme nous pensons que les lois physiques ne changent pas au cours du temps, je parle des lois physiques, pas des lois de la physique. Les lois de la physique, elles ont changé. Newton, c'est pas Einstein. Ou Einstein, c'est pas Newton. Donc les lois de la physique changent. Mais les lois physiques, les vraies, celles qu'on cherche, nous pensons qu'elles ne changent pas. Autrement dit, elles étaient les mêmes avant que maintenant, de sorte que si on recrée aujourd'hui, dans un endroit de l'univers, les conditions physiques de l'univers primordial, comme les lois n'ont pas changé, nous verrons les phénomènes qui se produisaient dans l'univers quand ces conditions étaient naturelles. Et c'est comme ça qu'on a pu détecter le boson de Higgs. Il n'y a plus de boson de Higgs dans l'univers, il y en avait dans l'univers primordial, et on a simplement chauffé le vide quantique au CERN, et on a donné de l'énergie aux particules endormies du vide quantique, et elles sont sorties du vide, et c'est là qu'on les a détectées. Alors vous pourriez me demander d'où vient qu'on pense que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Je pourrais vous donner toutes sortes d'arguments, le théorème de Noether, la conservation de l'énergie, etc. Mais en fait, c'est une idée qui est une idée à laquelle chacun d'entre nous croit spontanément. Si demain matin, vous appuyez sur le bouton de votre four à micro-ondes et constatez qu'il ne fonctionne pas, après avoir vérifié les branchements, s'il persiste à ne pas fonctionner, vous direz « Tiens, mon four à micro-ondes est tombé en panne ». Alors qu'il y a une autre possibilité qui explique le fait qu'il ne marche pas, c'est que les équations de Maxwell aient changé. Entre le moment où cet objet a été conçu par des ingénieurs qui ont utilisé les équations de Maxwell pour le calculer, et le jour où vous le lisez, il peut y avoir un changement des équations qui fait que ça ne marche plus. Or, je vois bien à vos réactions que c'est une hypothèse que vous ne formulez jamais. Et donc, vous croyez bien à l'invariance des lois physiques par translation du temps. Voilà. Et donc, l'argument maintenant que je veux défendre,
est tout simple à dire, et j'ai dit suffisamment de choses pour que vous le compreniez. Je vous ai dit que ce calcul-là, il est fait à partir des équations d'Einstein. Je vous ai dit également que les équations d'Einstein décrivent la gravitation, et seulement la gravitation. Or, dans l'univers, il y a d'autres forces que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques, et il y a les forces nucléaires. Il y en a deux, l'une qu'on appelle la faible, qui est responsable notamment de la radioactivité bêta, et une autre qui s'appelle la forte. Ces forces-là ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Tout bête. Donc là, vous faites des calculs qui sont mathématiquement justes. La singularité, là, ce n'est pas une erreur de calcul. Elle est naturelle dans le cas des équations d'Einstein. Et d'ailleurs, Hawking et Penrose ont démontré dans les années 70 que la relativité générale, de par sa structure, engendre des singularités avec des densités infinies, tout simplement parce que plus vous mettez de matière en un endroit, plus ça concentre la densité, plus ça augmente la gravité, plus ça concentre à nouveau de la matière, etc., jusqu'à provoquer une divergence. Et donc ces singularités sont inhérentes à la relativité générale. Donc vous faites des calculs qui sont mathématiquement justes, mais vous imaginez bien qu'il y a un moment, dans le passé, où ils deviennent physiquement faux. Pourquoi physiquement faux? Parce qu'ils ne tiennent pas compte des phénomènes physiques que subissent les particules lorsque leur énergie est très élevée, qui sont les forces nucléaires, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on caractérise le moment où ça ne va plus? Eh bien, c'est très simple. La gravité, dans les équations d'Einstein, est décrite à partir de deux constantes qui sont G et C, je l'ai dit. La mécanique quantique, qui décrit les autres forces, c'est deux autres constantes qui sont H, la constante de Planck, et C. Et donc, il y a un moment où il faut trouver, pouvoir décrire une situation où se mélangeraient les trois constantes, G, H, C, c'est-à-dire la gravité, la mécanique quantique. Et si vous faites ce mélange, les quatre forces sont décrites simultanément. Et ce moment en deçà duquel les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. D'accord ? Le mur de Planck auquel on peut associer des grandeurs caractéristiques, par exemple une énergie. En gros, au moment du mur de Planck, les particules ont l'énergie d'un TGV en circulation. Alors, chaque particule a autant d'énergie qu'un TGV. Voilà. Alors, est-ce qu'on en est loin du point de vue expérimental? La réponse est oui. Donc ça, c'est le mur de Planck. Les particules ont l'énergie d'un TGV. Et tout de suite après, l'expansion fait que l'énergie des particules est beaucoup plus basse. Elle devient égale à celle d'un moustique en vol. Et ça, c'est le LHC. Le LHC du CERN donne aux particules qui entrent en interaction l'énergie d'un moustique en vol. C'est-à-dire que chaque proton a autant d'énergie qu'un moustique qui vole. Dans le cas du moustique, toute l'énergie est distribuée sur les milliards de particules qui constituent ce moustique, alors que là, un seul proton a toute l'énergie d'un moustique. Donc c'est des densités d'énergie qui sont beaucoup plus grandes que celles de la matière ordinaire, qui permettent d'avoir accès à l'univers primordial, mais on est très loin en énergie du mur de Planck. Entre un moustique et un TGV, il y a des ordres de grandeur. Et donc expérimentalement, on est capable de voir ce qui se passait 10 puissance moins 13 secondes après ce qu'on appelle le Big Bang. Le mur de Planck, c'est 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro. Et vous voyez que quand je dis ça, je dis un truc que je ne devrais pas dire, parce que je parle d'un instant zéro, alors que je viens de dire que les équations n'y avaient pas accès. Et donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, entre les conditions où les particules avaient l'énergie d'un moustique aujourd'hui, il s'est passé 13,7 milliards d'années, et on est capable de raconter cette histoire. On est vraiment capable de tout raconter. Ensuite, entre 10 moins 13 secondes, énergie d'un moustique, et 10 moins 43 secondes, mur de Planck, donc vous voyez, c'est une durée courte, mais en ordre de grandeur, c'est beaucoup. Et bien cette histoire, on ne peut pas la sonder par des expériences, on n'y a pas accès, mais on peut la décrire par des équations, avec un degré de confiance qui est assez important. En revanche, en amont du mur de Planck, on ne sait plus. D'accord ? Donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, entre le mur de Planck et aujourd'hui, en gros, on connaît l'histoire. Le mur de Planck, ça n'est pas l'origine, et donc on ne peut pas dire qu'on ait mis la main sur l'origine de l'univers. Ok ?
Alors simplement, depuis 40 ans, les gens, évidemment, ils essaient d'escalader les modes de Planck. C'est-à-dire ils essaient de trouver une théorie physique qui soit capable de produire un formalisme dans lequel on trouve une description des interactions, des quatre, c'est-à-dire une théorie qui mélange les trois constantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon. Et c'est un problème évidemment très difficile, parce que on a un problème, quand on aborde ce genre de travail, avec l'espace-temps. L'espace-temps de la physique quantique, qui est celui du modèle standard de la physique des particules, qui décrit les trois forces autres que la gravitation. C'est un espace-temps qui est statique. C'est l'espace-temps de la relativité restreinte. Il est statique, il est à 4 dimensions évidemment, et il est absolument indépendant de ce qui se passe en son sein. Quoi qu'il advienne dans cet espace-temps, ça ne l'affecte pas. En revanche, l'espace-temps de la relativité générale, c'est un objet physique. C'est un espace-temps qui est déformé par ce qu'il contient. Il est solution d'une équation, sa métrique est solution d'une équation, et il a 4 dimensions, mais il est souple et dynamique. Et donc, quand vous voulez aller en amont du mode de Planck, qu'est-ce que vous prenez comme espace-temps? Voilà, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous prenez comme espace-temps? Sachant, ça a été démontré, qu'il est impossible de mettre les 4 interactions dans un espace-temps à 4 dimensions qui soit lisse et continu. Vous ne pouvez pas les mettre dans l'espace-temps de Minkowski. C'est sûr, c'est démontré, c'est un théorème. Et donc, comment faire? Alors, il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Gilbert Garcin, qui est un artiste, qu'on voit d'ailleurs, il se prend en photo dans des photomontages avec sa femme. C'est un monsieur que j'ai rencontré, il est très âgé, il a passé toute sa carrière à travailler dans les assurances, et à la retraite, il a décidé de devenir artiste. Il n'a jamais lu un livre de physique, mais il fait des trucs comme ça, qui illustrent, sans qu'il l'ait su, les pistes théoriques qui sont suivies par les physiciens théoriciens qui essaient de franchir le mur de Planck. Par exemple, ça, c'est la théorie des supercordes. Vous connaissez la théorie des supercordes? C'est une théorie qui est à l'ébauche et qui part du principe que si on pouvait regarder une particule avec un microscope super puissant, on verrait que les particules ne sont non pas des objets ponctuels, mais sont des cordes. Alors il y a 2 façons pour une corde d'être une corde. Soit les 2 extrémités sont ouvertes, sont différentes, donc c'est une corde ouverte. Soit les 2 extrémités se rejoignent, c'est une boucle. Ce que dit la théorie des cordes, c'est que, en fait, l'espace-temps qu'il faut considérer, c'est un espace-temps qui est plus riche que l'espace-temps habituel. Il y a 10 dimensions plutôt que 4. Donc il y a 6 dimensions supplémentaires qui sont toutes petites, qui sont repliées sur elles-mêmes et qui sont donc inobservables. Par exemple, ma chemise est un objet à 3 dimensions, mais quand je la repasse, ça n'est plus qu'un objet à 2 dimensions. D'accord? Je ne repasse pas la tranche. Je ne repasse pas le truc. Là, c'est la même chose. Les dimensions supplémentaires sont repliées sur elles-mêmes sur des dimensions tellement petites que tout se passe comme si elles n'existaient pas, puisque avec le LHC, on sonde des dimensions qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 19 mètres, alors que la longueur de Planck, qui serait la longueur de ces dimensions supplémentaires, c'est 10 puissance moins 33 cm. Donc elles sont très petites par rapport à ce qu'on peut explorer, ce qui explique pourquoi on ne les voit pas. Et cette théorie, si vous voulez, elle est très belle. Elle implique que les particules que toutes les particules que nous connaissons, électrons, neutrinos, quarks, etc., c'est en fait la même corde qui vibre dans des états de vibration différents, un peu comme une corde de violon qui a des harmoniques. À chaque harmonique de la corde correspond une particule que nous connaissons. Donc il y a une harmonique pour l'électron, une pour le muon, une pour le tau, une pour les neutrinos, pour les quarks, etc. Puis il y a des harmoniques auxquelles on n'a pas accès qui correspondent à des masses encore plus élevées qu'on n'a pas détectées. Mais d'un point de vue ontologique, c'est hyper simple. C'est-à-dire que toutes les particules sont des vibrations d'une corde élémentaire. Et les particules qui sont décrites par des cordes ouvertes sont condamnées à ne pouvoir circuler que dans l'espace-temps à 4 dimensions que nous connaissons. En revanche, les particules qui sont des cordes fermées, des boucles, comme le graviton, elles peuvent aller dans les dimensions supplémentaires. Ce qui explique pourquoi la gravité est si faible. C'est que le médiateur de la gravitation, il perd son temps dans les dimensions d'espace auxquelles les autres particules n'ont pas accès, ce qui laisse espérer qu'on pourrait faire des trous noirs
au LHC qui serait capable d'absorber toute la matière terrestre, comme vous le savez. Bon. Alors, cette théorie des cordes, on ne sait pas si c'est la bonne. Elle a des tas de propriétés charmantes. Par exemple, c'est un peu compliqué, mais dans ce cadre-là, il suffit de dire que les particules sont des cordes dont la cinématique est décrite par la théorie de la relativité restreinte et la dynamique décrite par la physique quantique pour prédire, à partir de ces seuls principes, les équations d'Einstein pour la gravitation. Incroyable. Et vous avez une théorie qui prédit la gravitation telle que décrite par Einstein, sans que vous ayez mis la gravitation dans les principes de la théorie. Donc c'est une théorie qui engendre de par elle-même la gravitation. Et c'est même mieux que ça, elle engendre aussi de par elle-même ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, qui est le cadre formel dans lequel on décrit les autres interactions. Donc les gens étaient évidemment charmés, ils ont pensé que c'était la théorie du tout, une théorie qui est capable de décrire toutes les interactions dans un formalisme unique. Et donc une théorie qui permet en principe d'escalader le mur de Planck, puisque c'est exactement ce genre de théorie qu'on cherchait. Okay. Alors évidemment, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui pensent que rajouter des dimensions supplémentaires d'espace-temps, c'est pas très sain, et ils proposent, eux, de considérer que l'espace-temps n'a que 4 dimensions. Simplement, en vertu du théorème que j'ai énoncé tout à l'heure, cet espace-temps ne peut pas être lisse et continu. C'est-à-dire cet espace-temps, il est discret, il est formé de boucles. C'est-à-dire que dans cet espace-temps, n'importe quel volume d'espace-temps ne peut être qu'un multiple entier d'un volume élémentaire de taille non nulle, qui est lié à la constante de Planck. Et donc, c'est l'idée que l'espace-temps, il est granulaire. Et ces gens, parmi lesquels on trouve Carlo Rovelli, qui est, je pense, assez connu, sont des gens qui développent la théorie de la gravité à boucle, qui est une théorie quantique de la gravitation. Donc il n'y a pas toutes les forces là-dedans. Ils se disent, si on arrive à quantifier la gravitation, à la rendre quantique, alors on disposera d'un formalisme dans lequel, par la suite, on pourra mettre les autres interactions et donc fabriquer une théorie du tout. Voilà. Bon, il y a les géométries non commutatives d'Alain Cohn, il y a la théorie des twisters de Penrose, il y a plein de choses. J'ai pas le temps d'en dire beaucoup, peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure. Mais le point sur lequel je veux conclure, c'est que, quelle que soit la piste théorique que vous choisissez pour escalader le mur de Planck, c'est-à-dire pour décrire ce qui s'est passé dans l'univers primordial. Quelle que soit la piste théorique que vous choisissez, quand vous l'appliquez au prix de simplification, parce que les vraies équations sont insolubles, il faut faire des modèles, et bien la singularité initiale des anciens modèles de Big Bang disparaît. Je vous donne un exemple. Voilà par exemple ce qu'on obtient avec la théorie des cordes. Donc ça c'est le truc classique, le Big Bang. Alors il y a des gens qui mettent de l'inflation, vous savez l'inflation, c'est une hypothèse dont on discute beaucoup. C'est l'idée que la seule façon d'expliquer pourquoi l'univers est homogène et plat, l'univers est plat, hein, c'est-à-dire il n'a pas de courbure généralisée. Si vous prenez 3 galaxies quelconques, elles forment un triangle, et la somme des angles de ce triangle est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire qu'à grande échelle, il n'y a pas de courbure. Parce que s'il y avait une courbure positive ou négative, la somme des angles serait plus grande ou plus petite que 180 degrés. Donc l'espace, je parle de l'espace, pas de l'espace-temps, l'espace il est euclidien, il est plat. Et ça c'est quand même bizarre, pourquoi la courbure est nulle? La courbure elle pourrait prendre n'importe quelle valeur négative, entre 0 et moins l'infini, n'importe quelle valeur positive, et paf, c'est exactement 0. Mais pourquoi? Alors il y a des gens qui disent, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Bon, tu la fermes, c'est 0. Voilà. On n'a pas expliqué pourquoi les choses valent ce qu'elles valent, ça vaut 0. Il y a des gens qui disent non, quand même, c'est l'indice de quelque chose. Et si on ajoute à ce constat un autre constat qui est que l'univers est homogène, eh bien ça semble très bizarre. Et du coup, dans les années 80, des astrophysiciens comme Alan Guth et Linde ont fait l'hypothèse de ce qu'on appelle l'inflation cosmique. L'inflation cosmique, c'est l'idée que pendant un temps très court, alors très court, ça veut dire 10 puissance moins 32 secondes. C'est donc court.
Regarde. Les dimensions dans l'espace-temps ont été multipliées par un facteur 10 puissance 50. Vous voyez ce que je veux dire? En 10 ou moins 32 secondes, toutes les dimensions sont multipliées par un facteur 10 puissance 50. Et alors quand vous mettez cette hypothèse qui est complètement ad hoc dans les équations, eh bien vous avez comme conséquence directe le fait que l'univers est homogène et le fait qu'il est plat. Pourquoi il est plat? Tout simplement parce qu'on n'en voit qu'un petit bout. Quand vous êtes à la surface d'un ballon, si vous êtes très myope, vous ne voyez pas très loin, vous dites tiens c'est plat. Mais en fait le ballon il a une courbure. Ben là c'est la même chose. L'idée c'est que l'univers est tellement grand et tellement jeune que la partie de l'univers qui nous est observable est ridiculement petite, on a l'impression qu'il est plat parce qu'on n'a pas accès à la courbure généralisée. Et donc c'est l'idée que l'univers est beaucoup plus grand que l'univers observable. Et donc cette platitude, elle est locale, elle n'est pas du tout la platitude générale de l'univers. Bon. Peut-être que vous avez entendu dire, les Américains avaient annoncé en mars 2014 qu'ils avaient détecté la preuve de cette inflation cosmique. Vous vous souvenez de ça, non? Ça fait la une des journaux, les ondes gravitationnelles d'Einstein ont été détectées. En fait, les Américains ont une expérience au pôle sud qui s'appelle BICEP 2. Pourquoi au pôle sud? Parce que le pôle, c'est l'endroit le plus sec de la Terre, il n'y a pas de nuages. Donc on peut faire des observations à peu près continuellement. Et ils ont observé 1% du ciel. Et ils ont cru mesurer ce qu'on appelle la polarisation du fond diffus-cosmologique. C'est ce rayonnement fossile, comme on l'appelle aussi, le visage de Dieu, là. S'il y a eu une inflation comme je viens de la décrire, vous imaginez que pour l'espace-temps, c'est violent. Et c'est un espace-temps qui est celui de l'univers avant le mur de Planck. Donc c'est un espace-temps qui a une structure quantique. Et donc, dans ce cas-là, cette inflation cosmique engendre des ondes gravitationnelles extrêmement intenses qui ont la propriété de pouvoir polariser le champ électromagnétique du fond diffus-cosmologique. Et donc, BICEP 2 a annoncé en conférence de presse, au mois de mars 2014, je crois, qu'ils avaient détecté la polarisation du fond diffus-cosmologique et donc avaient prouvé l'inflation cosmique. Bon, ça vous a échappé, mais ça a quand même fait beaucoup de bruit. Et on trouvait d'ailleurs sur YouTube une vidéo dans laquelle on voit deux jeunes physiciens qui ont participé à cette expérience, qui frappent à la porte de Linde, le physicien russe qui vit aux États-Unis à Stanford, et qui est à la retraite maintenant. Ils le réveillent en frappant à sa porte et lui disent voilà, on a mesuré la polarisation du fond diffus-cosmologique et on trouve la valeur que vous aviez calculée. Et Linde, il est complètement abasourdi. Il dit I can't believe that. Il est complètement. En fait, il fait un malaise, quoi. Non, mais c'est pas tous les jours qu'une hypothèse aussi dingue peut trouver une confirmation expérimentale. Imaginez le choc que ça peut faire. Et l'image s'arrête parce qu'on sent qu'il fait vraiment un malaise. Ils ont failli le tuer, en fait. Et ça reprend un peu plus tard. Il boit vaguement une coupe de champagne, etc. Bon. Et comme vous le savez, cette annonce était évidemment trop précipitée. Ce qu'ils ont mesuré, c'est l'effet des poussières galactiques. Parce que le ciel, c'est un four à micro-ondes, hein, il y a des micro-ondes partout. Et si vous voulez voir les micro-ondes du fond diffus-cosmologique, il faut nettoyer en retirant toutes les micro-ondes qui ont d'autres origines, notamment celles qui sont dues aux poussières. Et donc, ils ont vu les poussières. Voilà. Et le satellite Planck, lui, est en train de vérifier qu'il pourrait éventuellement mesurer cette polarisation du fond diffus-cosmologique. Et donc, on attend de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, cette épreuve n'est pas établie. Je reviens à la théorie des cordes. Comme je vous l'ai dit, il est difficile de la tester parce que les prédictions qu'elle peut faire et qui la distinguent de la physique des particules orthodoxes ne se manifestent qu'à des énergies qui nous sont inaccessibles. Simplement, si la théorie des cordes est juste, alors elle a une implication qui ne fait pas de doute et qui est que la température maximale dans l'univers doit être nécessairement finie. Fini, ça veut dire pas infini. Ça veut dire qu'en tout point de son espace et à tout instant de son histoire, la température dans l'univers, à quelque endroit qu'on se trouve, était inférieure à une certaine valeur qui est très grande, mais qui n'est pas infinie.
Voilà. Ça, c'est une implication de la théorie des cordes, quel que soit le modèle qu'on choisit. Vous voyez bien qu'il suffit que je dise cette phrase pour que l'instant zéro des modèles de Big Bang des années 50 passe un sale quart d'heure. Parce que ce que dit la théorie des cordes, c'est que cette singularité avec une température infinie ne peut pas avoir été un instant physique. Voilà. Alors par quoi remplacer cet instant physique? Là c'est compliqué parce qu'il faut faire ce qu'on appelle des modèles, donc des simplifications. Et celui qui a eu l'idée de faire ça, c'est Gabriele Veneziano, qui est professeur au Collège de France et qui d'ailleurs m'a donné ce graphique. Voilà ce que donne la théorie du Big Bang, interprétée dans le cadre de la théorie des cordes, qu'on applique à l'avant mur de Planck en faisant certaines hypothèses. Et vous voyez que ça donne ceci, ça donne qu'avant le Big Bang qui est là, parce qu'on appelait le Big Bang avant, il y a un univers qui est en contraction. En contraction, ça veut dire que sa température augmente, jusqu'à atteindre la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes. Et il atteint cette température avant d'avoir une taille nulle, puisque la taille nulle correspondra à une température infinie. Quand il atteint la température maximale, il ne peut pas se contracter davantage, puisque ça l'échaufferait. Et donc, il rebondit sur lui-même pour donner l'univers en expansion que nous connaissons. D'accord ? Et donc, dans cette situation, eh bien, la question « qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang ?» est une question physique. Et le statut même du Big Bang est modifié. Ça n'est plus une singularité, c'est une transition de phase entre un univers en contraction qui est celui d'avant et un univers en expansion qui est celui dans lequel nous sommes. Autrement dit, il n'y a plus d'origine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'origine. Parce qu'après, on ne peut pas extrapoler, on a fait des hypothèses simplificatrices qu'on ne peut pas extrapoler plus loin. Mais en tout cas, ce qu'on appelait l'origine n'est plus l'origine. Okay ? Alors évidemment, cette conclusion, elle n'est vraie que si la théorie des cordes est vraie. Ce que nous ne savons pas. Et donc, c'est une conclusion partielle qui s'appuie sur une hypothèse qui n'est pas validée. Alors simplement, sans entrer trop dans les détails, il y a énormément de modèles différents. Moi, j'ai passé 2 ans de ma vie à aller à tous les colloques de cosmologie pour entendre ce que les gens disaient sur les modèles qu'ils choisissaient. Comme ils ne se parlent pas, il faut aller à tous les colloques. Mais par exemple, il y a des gens qui disent que les dimensions supplémentaires d'espace-temps, on n'a aucune raison de dire qu'elles sont repliées sur elles-mêmes et qu'elles sont toutes petites. On peut aussi imaginer qu'elles sont infinies. Et c'est ça qu'on appelle la cosmologie branaire. Bran en anglais, brain, ça veut dire drapeau. Enfin. Donc c'est l'idée que notre univers est un drapeau à 4 dimensions qui flotte, il est là par exemple, qui flotte dans le vide quantique qui lui a 10 dimensions. Donc vous avez plusieurs drapeaux, notre univers est là, il y en a un là, et ces univers sont séparés par du vide quantique qui peut faire office de ressort. Et donc on peut imaginer que notre brane a pu entrer en collision avec une autre brane, et cette collision vue depuis notre brane a toutes les caractéristiques du Big Bang. C'est-à-dire ce qu'on appelle le Big Bang, c'est la collision de notre brane il y a 13,7 milliards d'années avec une autre brane. Et là, de la même façon, le Big Bang n'est plus l'origine. Puisqu'avant cet événement, il y avait déjà le vide quantique, il y avait déjà des branes, et le Big Bang n'est qu'une collision qu'a eu notre brane avec d'autres structures du même type. Bon, je pourrais multiplier les cas et vous dire que même si vous renoncez à la théorie des cordes pour choisir un autre modèle qui tenterait d'unifier les forces, la conclusion est la même. Par exemple, si vous prenez la gravité quantique à boucle, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Martin Bojovald qui s'appelle L'univers en rebond. Donc vous prenez la théorie de la gravité quantique à boucle, qui n'a rien à voir avec la théorie des cordes et qui même la contredit pour ce qui est de la structure de l'espace-temps. Quand vous l'appliquez à l'univers primordial, vous avez là encore un univers en contraction qui ne peut pas avoir une taille nulle, puisque, je vous l'ai dit, dans cette théorie, on fait l'hypothèse que tous les volumes sont des multiples entiers d'un volume élémentaire qui n'est pas nul. Donc il n'y a pas de volume nul. Donc la singularité, là non plus, ne peut pas avoir existé, puisqu'elle est interdite par les principes mêmes de la théorie. Et donc là encore, vous avez un rebond, etc. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que à chaque fois qu'on essaie d'unifier
la physique quantique et la relativité générale pour tenter d'écrire une théorie qui décrirait les 4 forces en même temps, la singularité initiale disparaît. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ailleurs, mais ça veut dire qu'elle n'est pas là où on pensait qu'elle était. De sorte que la conclusion à laquelle on arrive est très simple à énoncer. Premièrement, nous n'avons pas la preuve que l'univers a eu une origine. Premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas la preuve que l'univers n'a pas eu d'origine. Autrement dit, la question de l'origine de l'univers est une question ouverte, alors qu'elle nous est toujours présentée comme une question fermée. L'univers a une origine, vous trouvez laquelle? Mais avant de dire cela, il faut le démontrer. Personne ne l'a jamais démontré. Et donc c'est un fait de culture. C'est parce que nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé que nous disons qu'il y a une origine. Mais scientifiquement, ça n'a pas été prouvé, ou quand ça l'a été, ça ne l'était que par une théorie partielle dont l'évolution ultérieure a démenti les conclusions initiales. Voilà, c'est tout. Et donc la question c'est, est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra démontrer que l'univers a eu une origine? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse démontrer que l'univers a été précédé par du néant? C'est ça la question. Est-ce que l'univers a été précédé ou non par du néant? Est-ce qu'on peut démontrer cela? Et si on arrive à le démontrer, est-ce qu'on sera capable de raconter cette histoire? À chaque fois qu'on essaie de... C'est le problème de la création ex nihilo. À chaque fois qu'on essaie de raconter la transition entre le néant et l'être, on attribue au néant des propriétés qui lui permettent de cesser d'être le néant. Mais un néant qui peut cesser d'être un néant, c'est déjà quelque chose. On peut faire du Raymond DeVos avec ça. Vous voyez ? D'accord ? Et du coup, on a là une limitation de la façon naturelle d'expliquer les choses, qui est la façon causale. Il faut attribuer au néant des propriétés par lesquelles il pourrait devenir quelque chose qu'il n'est pas. Comment le rien peut devenir quelque chose? Bergson disait très joliment que le rien est une idée destructrice d'elle-même. C'est-à-dire, pour penser le rien, il faut ne pas y penser. Parce que si vous y pensez, alors il devient quelque chose qu'il ne peut pas être puisqu'il est rien. Penser le rien n'est jamais penser à rien. Et donc pour que le rien soit une idée, il faut ne pas l'avoir dans la tête. C'est une idée destructrice d'elle-même, c'est une idée qui disparaît dès que vous la pensez. Et donc la seule façon pour cette idée d'exister est de ne pas être pensée, ce qui pose la question de savoir ce qu'est une idée qu'on ne pense pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors pour finir quand même, une petite curiosité que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Vous savez, en langue française, il y a 3 mots qui sont presque synonymes, mais en fait ils désignent des choses différentes. Le néant, dont j'ai parlé, le vide dont on sait qu'il n'est pas vide puisqu'il est plein de particules virtuelles, notamment le boson de Higgs, et le rien. Donc vous avez 3 mots. Alors tous ensemble, on va les dire l'un à la suite de l'autre, dans l'ordre: néant, vide, rien, et on va mettre je devant. Ça donne quoi? Je, néant, vide, rien. Je n'ai envie de rien. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Merci Étienne. Est-ce qu'on entend avec ce bruit? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? On a un peu de temps pour une courte séance de questions. Donc,
Bonjour, merci beaucoup pour ce superbe exposé. J'ai une question par rapport à la théorie des cordes que vous avez dite. Vous avez dit que la température est très grande mais pas infinie. Est-ce qu'il y a une valeur, un ordre de grandeur qui a été donné et quel est-il, s'il vous plaît? L'ordre de grandeur de la température déterminé par la limite de la théorie. En fait, l'énergie correspondante, c'est 10 puissance 19 GeV, sachant qu'au LHC, on est à 1000 GeV, c'est 1 TeV à peu près, et donc c'est la température correspondant à 10 puissance 19 GeV. Merci. Moi, j'ai une question concernant ce qu'on dit des fluctuations quantiques et leur rôle au début de l'univers qu'on peut même observer. Donc, moi, on m'a dit que les fluctuations, on les voit quand on observe quelque chose. Tant qu'on n'observe pas, c'est comme toutes les possibilités étaient indéfinies. Par contre, dans ces considérations sur l'univers, on traite comme quelque chose qui a eu lieu vraiment et qui détermine une influence sur la structure de l'univers. Donc, j'ai l'impression qu'on utilise la mécanique quantique, mais finalement, comme s'il y avait une petite contradiction dans son utilisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment cette fluctuation? Est-ce que quelqu'un... Vous parlez de la fluctuation du fond cosmologique, c'est ça? Oui. En fait, les fluctuations elles ont été mesurées par... c'est un grand problème des modèles de Big Bang, c'est que si le fond diffus cosmologique est complètement homogène, on ne comprend pas comment on peut se former les grandes structures. Les galaxies, il n'y avait pas de point de condensation particulier. Et donc ça a été un grand enjeu, et quand WMAP et COBE avant lui avaient mesuré justement les fluctuations, qui sont de l'ordre de 10,5 en intensité, c'est très peu. Ça a soulagé les gens, parce que du coup, le fond diffus, en gros, c'est un rayonnement de corps noir, mais il y a de toutes petites fluctuations qui sont suffisantes pour permettre de comprendre la formation ultérieure des grandes structures, à condition d'ajouter de la matière noire. C'est-à-dire que les fluctuations, elles ne sont pas assez grandes pour par elles-mêmes suffire à expliquer les grandes structures, il faut ajouter de la matière noire. Ça, c'est un truc dont je n'ai pas parlé, mais... Quand j'étais à la place de ces jeunes gens et jeunes filles, moi, mes profs m'expliquaient que le contenu de l'univers, c'était les particules que nous connaissions, c'est-à-dire électrons, quarks. On ne parlait pas de quarks, si on parlait des quarks. En gros, les électrons, les quarks qui font les protons et les neutrons. Donc, en gros, la matière dite baryonique constituait l'intégralité du contenu de l'univers. Bon, après, on se récupère la matière noire, et on nous dit qu'il y a 10 fois plus de matière noire que de matière ordinaire. Puis après, il y a l'énergie noire, qui est une sorte d'accélération d'expansion. Et si on fait le bilan aujourd'hui, la matière ordinaire, celle qu'on connaît, c'est 4% du contenu. La matière noire, c'est 26%. Et le reste, donc presque 70%, c'est de l'énergie noire. Vous voyez, c'est une situation un peu de crise quand même. Ça montre aussi que, en physique, il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance. C'est ça les grandes découvertes. C'est des grandes découvertes, c'est des découvertes qui augmentent notre ignorance. Par exemple, Einstein et beaucoup d'autres, Dirac, et dans les années 30, ils pensaient qu'on avait identifié toutes les particules élémentaires. On avait le proton, le neutron, l'électron, le photon, c'était terminé. Et les gens pensaient avoir terminé l'identification du mobilier ontologique de la physique. Et bing, par hasard, on trouve dans l'élément cosmique un truc bizarre qui s'appelle le muon, que personne n'a prédit, et là on se rend compte que non, c'était pas complet. Et donc on a là une découverte qui a augmenté notre connaissance, évidemment, tout en augmentant notre ignorance. Et avec la matière noire et l'énergie noire, on a le même problème, si vous voulez. C'est une question de philo, ça. Quand il y a une contradiction entre une théorie et une observation, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne sait pas. On est embêté. Alors, c'est une question vraiment fondamentale. Si j'ai 5 minutes encore, ou... c'est vraiment fondamental. Regardez au 19e siècle. Les gens regardent la trajectoire de la planète Uranus, qui à l'époque était la plus loin du Soleil qu'on connaisse. Et ils voient que cette trajectoire, c'est évidemment une ellipse, comme Newton l'a prévu. Et cette ellipse qu'on mesure, elle ressemble à peu près, même de très près, à l'ellipse qu'on peut calculer.
Bon. Sauf que il y a un certain Bouvard, l'astronome français, qui montre qu'il y a un petit décalage, notamment du périhélie, qui n'est pas exactement comme Newton permettait de le calculer. Quelle est l'hypothèse que font les gens? Évidemment, les équations de Newton sont vraies. Newton, c'est un dieu, on ne va pas remettre en cause les équations de Newton. Donc comment expliquer ce décalage? Bon, en disant qu'il y a une planète qu'on n'a pas encore vue, qui, par son effet gravitationnel, sur Uranus, explique le petit décalage. Et donc les astronomes anglais, Adams, en France on a Le Verrier, Arago, ils calculent la position et la trajectoire de cette planète. Ils font une présentation à l'Académie des sciences qui remporte un succès mitigé. Et donc ils envoient leurs calculs à un astronome allemand, qui s'appelle Gall, qui est à Berlin, qui le soir même où il reçoit les calculs de Le Verrier, pointe son télescope à l'endroit indiqué et voit un truc. Il passe la nuit à regarder que ce truc bouge, ce qui est la preuve que ce n'est pas une étoile. Et le lendemain, il annonce qu'il a découvert une nouvelle planète. La première planète découverte par le calcul, qui va s'appeler Neptune. Et donc, à cette époque-là, on a adopté une solution ontologique. Il y a un écart entre la théorie et l'observation qu'on résout en disant qu'il existe dans l'univers un truc qu'on n'a encore jamais découvert, mais qui, s'il existe, rétablit l'accord. Quelque temps plus tard, rebelote, on regarde Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, donc celle qui subit le champ gravitationnel le plus fort, et pareil, ellipse, tout va très bien, le périhélie avance, on peut calculer comment, on fait une mesure et on s'aperçoit qu'il avance comme Newton le prévoit, mais quand même un peu plus, et le un peu plus, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Bon, pour ceux qui sont en révision de bac, 43 secondes d'arc, c'est l'angle depuis lequel on voit l'épaisseur d'un cheveu depuis une distance d'1 mètre. Donc c'est un angle petit. D'accord? Donc il y a des gens qui disent mais c'est zéro ton truc, 43 secondes, on s'en fiche. Et donc on n'en tient pas compte. Puis le temps passe, la mesure se précise, se confirme, et des gens disent bah non, 43 secondes d'arc par siècle, c'est 43 secondes d'arc par siècle, c'est pas zéro. Donc c'est une anomalie. Qu'est-ce qu'on fait? Rebelote, on fait des calculs. On est tellement sûr que les équations de Newton sont bonnes, puisqu'elles ont permis la découverte de Neptune, qu'on donne un nom à la planète qui va expliquer le décalage à l'avance. On l'appelle Vulcain. D'accord? Et on cherche Vulcain. Et on voit rien. On voit rien. D'accord? Donc ce qui a marché pour Uranus ne marche pas pour Mercure. Mais les gens disent c'est pas grave, ça veut dire qu'il y a une planète diffuse, c'est pas vraiment une planète, c'est du gaz qui n'a pas condensé, mais qui a quand même un effet gravitationnel, etc. Et puis arrive un type qui dit bah non, cette anomalie, c'est pas une anomalie, c'est un vrai paradoxe qui montre que les équations de Newton sont fausses. Voilà. Ce type s'appelle Einstein. D'accord ? Et il va faire une nouvelle théorie de la gravitation, celle que je vous ai racontée tout à l'heure. Et la première chose qu'il va calculer, c'est le périhélie de Mercure, et il va trouver 43 secondes d'arc par siècle. Vous imaginez l'émotion? D'ailleurs, il a failli mourir. Hein, il a écrit à Ehrenfest, son ami, qu'il a eu des palpitations pendant 3 jours. Vous avez une théorie attendez, vous rigolez. Vous avez une théorie incroyable qui change complètement la gravitation. Elle n'a aucune vérification observationnelle. Le premier calcul que vous faites résout le seul problème de l'astrophysique de l'époque. Avec une précision incroyable, 43 secondes d'arc par siècle. Il y a de quoi avoir des palpitations. Et donc, vous voyez, quand vous avez un désaccord entre une prédiction théorique, un calcul, et une observation, ben soit vous prenez une solution ontologique, vous ajoutez un truc, soit vous prenez une solution législative, vous changez la loi. Et là, on a un problème avec la dynamique des galaxies. Il y a des gens qui disent il faut mettre de la matière noire qui agit sur les galaxies pour expliquer leur vitesse. Et ça, c'est une déduction qu'on tire des équations d'Einstein qu'on suppose vraies, solution ontologique. Ou bien, on change les équations d'Einstein pour expliquer le mouvement des galaxies sans avoir besoin d'avoir recours à la matière noire. C'est ça l'enjeu, législatif ou
ontologique. Et ce qui est intéressant avec le boson de Higgs, mais je ne vais pas vous en parler, le boson de Higgs c'est intéressant parce qu'il y avait un désaccord entre les calculs et les mesures, comme je vous l'ai dit, et la bonne solution, mélange ontologique et législatif. Il faut ajouter le champ de Higgs avec les bosons qui vont avec, et en même temps il faut changer le Lagrangien du modèle standard pour intégrer un couplage entre les particules et le champ de Higgs. Donc on change la loi en même temps qu'on a ajouté un élément dans l'univers. Finalement, quand on parle du boson de Higgs, je trouve, hein, on a plus d'énergie qu'au départ, quoi. C'est pour ça que j'en parle. Merci. Compte tenu de l'heure, il reste une question, donc ce sera la dernière question, puisqu'après on doit libérer la salle. Bonsoir monsieur. J'ai une question d'Oral de TIPE. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir à l'avant-dernière diapositive? Jeune homme, je ne suis pas aux ordres. Hein. Alors, s'il vous plaît. Je vais quand même le faire. Non, je ne sais pas le faire. Ah, dommage. Comment? Ce sera 3 points de moins. Ah, c'est mieux. C'est laquelle? Voilà, j'avais une petite question. Ouais, sur ça, exactement. Moi, je voulais savoir ce qu'il y avait en dehors, je ne sais pas trop comment le décrire, mais une sorte de couche limite. Là? Un peu, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Il n'y a rien. D'accord. Est-ce que c'est clair? Bah, pas trop, étant donné ce que vous avez expliqué avant, mais entre c'est rien, le néant, le vide. Non, mais justement. L'expansion de l'univers, elle ne se fait pas dans l'espace. L'expansion de l'univers, c'est une expansion de l'espace, pas dans l'espace. Et ce que je représente là, c'est l'univers observable. L'univers réel, je ne sais pas. Personne ne sait s'il est infini ou pas. Quand on représente le Big Bang comme un truc comme ça, on a l'impression que c'est ponctuel. Mais en fait, si l'univers est infini, le Big Bang il s'est passé en tous les points de l'espace. On ne peut pas devenir infini. C'est pas en grandissant qu'on devient infini. Non? Bah... Bon, je manque un peu. On ne peut pas devenir infini. Méditez ça. On ne peut pas devenir infini. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Bon, merci monsieur. Et si on l'est... Ah non mais je réponds. Si on l'est, c'est qu'on l'a toujours été. Voilà. Oui monsieur, il reste une dernière petite question. Oui. Mais petite. Bonjour et merci pour votre exposé. J'avais une petite question sur le même graphique. Vous avez parlé d'une température presque infinie. Non, je n'ai pas dit presque infinie. Ah, oui, je me rappelle plus. On ne peut pas être presque infini. Mes collègues du CEA ils disent la fusion nucléaire c'est une énergie presque infinie. Et non, on est infini, on ne l'est pas. On ne peut pas être presque enceinte, c'est pareil. Donc je vous laisse continuer. Donc vous avez parlé d'une température après laquelle l'univers allait commencer à se dilater. Donc une température non infinie. Est-ce que à force de la dilatation de l'univers, on pourrait avoir une température infinie mais négativement? Alors je pense que ça va être la dernière question en fait. Hein. Et la réponse ça va être non. Une température infinie négative? Non, je crois pas. Non, parce que ça ne peut pas être plus que 0 en degrés Kelvin. Le 0, ça correspond à un infini, en fait. Le 0 Kelvin, c'est un infini. C'est-à-dire que c'est comme la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle masque un infini. C'est une grandeur finie qui masque un infini. Parce que pour qu'une particule de masse non nulle aille à la vitesse de la lumière, il faudrait lui donner une énergie infinie. Donc cette valeur limite est en fait une grandeur infinie cachée. De la même façon, le 0 Kelvin est inaccessible, c'est une asymptote qui permet de le viser, mais jamais de l'atteindre. Non? Bon, je ne vous ai pas convaincu, mais... Si j'ai l'impression qu'il est convaincu. Donc je vous propose de remercier Étienne Klein. Merci à vous.